Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. Bonjour, merci à VTED de m'avoir invité pour venir faire ce podcast un peu libre sur la nécessité de changer le fond d'écran du système économique et financier actuel. Alors je suis Laurent Babiquian, responsable de tout ce qui est data au CDP, qui est une organisation non gouvernementale qui est la plus importante plateforme de reporting environnemental au monde. Et nous donnons ces données aux investisseurs pour qu'ils fassent leur travail de l'ESG. Et je voulais donc faire quelques constats et potentiellement apporter quelques idées, donc pour dire que le système néolibéral dans lequel nous vivons ne permettra pas de réaliser la neutralité carbone, car c'est un système qui produit trois choses. Il accroît de façon systémique l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Il surconsomme les ressources naturelles sans les régénérer et sans leur donner un prix. Et il fait que la génération des millennials actuellement sera la première génération de l'histoire du capitalisme à avoir un pouvoir d'achat inférieur à celui de leurs parents. Et donc normalement dans le système capitaliste, quand tout le monde gagne, c'est-à-dire quand on gagne en haut, on gagne aussi en bas. Et on voit maintenant qu'il y a une dichotomie et que ça ne fonctionne plus. Donc le ruissellement ne se fait pas par le bas, mais en tout cas pendant le Covid, il s'est fait nettement par le haut. Dans le même temps, nous avons une théorie économique qui peine à représenter notre réel, puisque les indicateurs économiques qu'elle produit ne permettent plus de représenter la réalité de la vie économique. Je pense notamment au PIB, qui ne prend pas en compte le coût de la nature pour produire une unité de biens et services supplémentaires. Je pense au chômage. On a eu les derniers chiffres du chômage d'Eurostat pour le mois de novembre 2022 qui montrent qu'il y a un plein emploi en Allemagne et qu'on est à 7% en France et qu'au niveau européen on est à 6,5%. Alors que dans le même temps, nous avons de plus en plus de précarité dans la rue en Europe et nous avons de plus en plus de pauvreté en Europe. Donc il y a probablement une nécessité à changer la manière de calculer le taux de chômage qui ne reflète plus du tout la réalité dans laquelle nous vivons. On peut dire la même chose de la balance commerciale, de l'inflation. Donc il faut maintenant trouver et chercher et en fait réinventer notre théorie économique pour produire les bons indicateurs qui vont permettre aux décideurs et aux décideuses économiques et politiques aussi, publiques, de prendre des décisions en connaissance de cause et non pas en absence de connaissance de cause, comme c'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui est dangereux. Quand on prend des décisions en absence de connaissance de cause, on prend probablement des décisions erronées et qui vont à un moment donné ou à un autre se traduire par des problèmes de stabilité économique et sociale. Et on commence à voir d'ailleurs des tensions apparaître et je pense que ça va aller en s'accélérant. Donc cette réinvention de la théorie économique doit produire ces nouveaux indicateurs censés refléter notre réel et doit produire aussi un nouveau système de prix. Donc nous devons, un des problèmes que nous avons avec le modèle néolibéral, c'est que les marchés ne reçoivent pas la bonne information, les bons signaux prix pour pricer les assets à leur vraie valeur. Nous avons vu pendant le Covid que, en plein Covid, c'était deuxième semestre 2021, Apple sur le marché a atteint son plus haut à 3100 milliards de dollars. Tesla a atteint son plus haut, je pense que ça devait être au mois de décembre 2021, à 1200 milliards de dollars. Quelques chiffres pour mettre ça en perspective. Le PIB français, c'est 2800 milliards de dollars. Et quand Apple valait 3100 milliards de dollars, Apple valait plus que toutes les boîtes que toutes les sociétés du CAC 40, réunies.
Et donc c'est ce qu'on appelle l'exubérance irrationnelle des marchés. Et depuis, notamment, puisqu'il y a eu des grosses corrections à la bourse, la plus importante d'entre elles, la plus significative, c'est Tesla qui a perdu 800 milliards de valeur en 2022. Et donc maintenant, on a une valorisation de Tesla qui correspond probablement plus à la réalité de ce que vaut la société. Donc il faut donner les bons signaux prix au marché. Un signal prix important qui n'est pas du tout pris en compte par le marché parce que nous ne l'avons pas et de manière politique on est incapable de se mettre d'accord là-dessus, c'est le prix du carbone. Le prix du carbone, ça devrait être la principale préoccupation du monde politique aujourd'hui pour essayer de sauver la neutralité carbone et de sauver la biodiversité et de créer un monde régénérateur. Ça fait 40 ans qu'on en parle, on n'en a pas. Il y a de très bonnes raisons à ça, hein, et on l'a vu à la dernière COP, c'est le lobby pétrolier et gazier qui est extrêmement efficace et extrêmement puissant. Et la dernière COP a été un désastre, puisque en fait rien n'est sorti par rapport à l'engagement sur les émissions du monde. La seule chose qui est sortie, c'était de se mettre d'accord potentiellement sur un fonds qui serait financé par les pays développés pour aider les pays en voie de développement à faire face aux problèmes climatiques. Donc voilà, la décision a été prise de parler de ça en 2023. Normalement, à la prochaine COP qui aura lieu à Dubaï en 2028, ils doivent se mettre d'accord sur les modalités. Et ensuite, il faut faire le funding du fonds. Donc on va perdre des années. Et puis pendant ce temps-là, des pays pauvres et vulnérables vont avoir de plein fouet des séquences d'événements climatiques qui vont s'accélérer. Alors, ça n'a pas marché à la COP27. Et alors, ça marchera certainement encore moins à la COP28, puisque le président de la COP28 vient d'être nommé. C'est donc le patron de la principale société pétrolière des Émirats Arabes Unis. Ce qui est une énorme farce, une énorme blague, et c'est une blague indécente. Et j'espère qu'il choquera le monde politique international pour dire que ce n'est pas possible que ça se produise comme ça. Et j'espère que cette personne changera avant la COP 28 qui se tiendra en novembre 2023. Donc, une fois qu'on a le coût des externalités négatives, il va falloir aussi avoir deux autres sources d'informations pour pouvoir calculer, transformer l'impact réalisé par des entreprises et par des sociétés d'investissement en numéraire. Il va falloir qu'on ajoute à ça la comptabilité triple capital. Capital humain, capital naturel et capital financier. Il n'y a pas de raison qu'on ait simplement une comptabilité qui ne prenne en compte que l'amortissement de données financières ou les provisions passées pour sur des données financières. On peut faire la même chose sur le capital humain, on peut faire la même chose sur le capital naturel. En donnant ce coût à la nature et donc à l'amortir, on travaille sur des systèmes en ce moment pour voir comment on peut amortir tout ça. Et le troisième niveau qu'il faut ajouter, c'est de rapporter une donnée ESG en mode double matérialité et non pas simple matérialité. Il y a un débat important qui a lieu en ce moment entre l'Europe et les pays anglo-saxons pour mettre en place le système de reporting ESG qui va être dominant. Donc d'un côté, les anglo-saxons utilisent la matérialité simple, donc ça n'est que le climat qui a un impact sur ma capacité à faire du profit et à générer du chiffre d'affaires, alors que ça c'est l'approche anglo-saxonne, alors que l'approche européenne, elle ajoute à la matérialité simple le fait que l'entreprise a aussi un impact sur la société et sur la nature, qu'il faut quantifier, c'est ce qu'on appelle l'impact. Et donc si on a ces trois sources d'information, donc le coût des externalités négatives, la comptabilité triple capital, le standard de reporting ESG en double matérialité, alors on sera capable de convertir l'impact en numéraire et de venir rajouter cet impact à ce qu'on appelle le return on equity. Donc c'est ce que j'appelle le return on impact. On rajoutera le return on impact au return on equity pour pouvoir avoir une appréhension beaucoup plus fine de la performance réelle d'un investisseur dans une société quand il investit en capital. Et si on change ça, on va changer la manière de faire de l'investissement aussi à la bourse et on va changer la manière d'appréhender la responsabilité fiduciaire des investisseurs qui est aujourd'hui essentiellement basée sur
le fait que l'investisseur cherche à maximiser la performance financière à long terme pour ses clients. Il faut écouter ce que dit BlackRock, hein, ils ont dit ça très récemment, et il faut sortir de cette maximisation de la performance financière à long terme pour aller vers une maximisation de l'impact qu'a un investisseur à travers ses investissements sur la nature et la société. Et si on change ce prisme, alors on aura une nouvelle approche de la responsabilité fiduciaire et on pourra avoir toutes les briques du puzzle se mettre en conformité pour pouvoir changer en fait, pour pouvoir créer la nouvelle version du capitalisme dont nous avons besoin si nous voulons nous sauver, si nous voulons nous sauver nos enfants. Si nous ne voulons pas faire ça, on peut continuer à business as usual, mais le business as usual va nous mener à la catastrophe. Et en fait, tout se passe comme si on était dans une prison de laquelle on ne pourrait pas sortir, ce qui est totalement faux. On peut en sortir, il y a des idées qui émergent, il faut les mettre en avant. Et je dirais, pour terminer cette présentation, que l'équation en haut du système, en haut de la pyramide, qui régit nos vies et qui est moribonde, délétère et mortifère, c'est l'équation ce n'est pas l'équation de Milton Friedman, mais c'est lui qui l'a développée en disant que le but unique d'une entreprise, c'est de créer du profit pour un seul stakeholder qui est l'actionnaire. Il faut sortir de cette équation qui nous fait penser que nous sommes dans une prison. Donc aujourd'hui, l'équation est maximisation du profit d'un seul stakeholder, les actionnaires, au détriment de tous les autres stakeholders, y compris la nature. La nature doit être considérée comme un stakeholder. Il faut sortir de cette équation pour aller vers une équation qui est, il faut maximiser la création de la valeur pour tous les stakeholders. Et il y aura un point d'équilibre à trouver. Ce sera une matrice plus compliquée à optimiser, mais les points d'équilibre existent. Et à partir du moment où on sort de cette équation mortifère pour aller vers cette nouvelle équation, alors toutes les pièces du puzzle dont on vient de parler peuvent se mettre en place les unes avec les autres et peuvent donc nous permettre de réaliser la neutralité carbone et la régénération des écosystèmes et de la biodiversité dont nous avons besoin. Il se trouve qu'en ce moment, le texte de ce standard de reporting européen est à l'étude à la Commission européenne sur le bureau de Mairead McGuinness. Et nous savons qu'il y a une très grosse action de la part des lobbies, et notamment du lobby industriel allemand, pour diminuer la portée de ce texte. Et on peut comprendre pourquoi. L'Allemagne est une entreprise, est une économie fortement exportatrice, et dans l'idéal, elle souhaiterait aller vers le moins-disant pour pouvoir faciliter son business model. Donc il faut le savoir, ça a lieu en ce moment, et il faut résister à nouveau. On parle des lobbies, on parlait tout à l'heure des lobbies pétroliers, mais là il y a des lobbies industriels qui tapent sur la double matérialité. Il faut résister, c'est ce qu'il y a de mieux, et il faut aller vers la plus haute ambition. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une harmonisation entre les standards de reporting, parce qu'on ne peut pas avoir des juridictions qui ont un standard de reporting en matérialité simple et des juridictions qui ont un standard de reporting en matérialité double, parce que ça va très probablement créer des distorsions de valorisation sur le marché, et donc ce ne sera pas soutenable pour un bon fonctionnement des marchés dans un monde capitaliste. Ça, c'est le premier point. Donc il faut vraiment soutenir coûte que coûte et se battre pour faire en sorte que la double matérialité reste telle qu'elle est dans le texte, parce que les textes sont extrêmement ambitieux. Ça couvre le changement climatique, la biodiversité, l'eau, les océans, la pollution, l'économie circulaire et le social, alors que la matérialité simple, qui est gérée par un institut qui s'appelle l'ISSB, ne couvre que le climat, donc ils sont très très en retard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que dans le contexte que nous avons développé tout à l'heure, il est fort probable que la variable d'ajustement de la transition énergétique vers une économie bas carbone sera une baisse tendancielle des profits des entreprises qui n'ont pas encore pris le train de la transition. Et c'est la majorité d'entre elles. Les entreprises qui sont en avance de phase sur la transition vont probablement gagner des parts de marché et probablement faire de meilleurs profits,
Mais l'essentiel des entreprises qui n'ont pas encore pris le coût de la transition, donc qui n'ont pas, par exemple, internalisé le prix du carbone ou d'autres prix d'externalité négative, ou adapté des lignes de produits bas carbone, vont avoir à faire face à cette explosion des coûts et elles ne pourront très probablement pas transférer ces coûts ou l'intégralité de ces coûts à leurs clients finaux. Et pour deux raisons. Si c'est du B2C, le client final, il a de moins en moins d'argent, puisqu'on a pour la première fois depuis l'an 2000 une baisse de 3% en valeur réelle du pouvoir d'achat en Europe et de 0,9% au niveau international. Donc c'est la première fois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la génération des millennials va avoir un pouvoir d'achat inférieur à la génération de leurs parents. C'est la première fois dans le système capitaliste que cela se produit. Donc moins d'argent. Et si c'est du B2B, si les entreprises font de moins en moins de profits, elles auront de moins en moins d'argent à dépenser aussi par rapport à leurs suppliers. Donc elles vont devoir réduire la voilure et des choses comme ça. Donc voilà. Et on ne le dit jamais que la variable d'ajustement, parce qu'on essaie de tout faire sans toucher au profit de l'entreprise, de faire changer toutes les matrices et toutes les variables, alors que probablement la solution sera une baisse tendancielle des profits pour la majorité des entreprises, et donc du return on equity, et donc on retombe sur l'explication de tout à l'heure, return on equity plus return on impact est une nouvelle manière d'appréhender la performance d'un investissement, puisque vous pourriez avoir un return on equity qui baisse tendanciellement, mais si vous avez un impact positif, vous pourriez avoir un impact qui monte, et donc finalement avoir une somme des deux qui soit égale au taux aujourd'hui exigé sur le marché. Quand on va sur le marché aujourd'hui, on dit que le return on equity doit être égal à entre 12 et 15%. Donc on ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça, c'est un chiffre magique. Je vais sur le marché, j'investis chez L'Oréal, j'exige de L'Oréal 12 à 15%. Avec cette nouvelle manière d'appréhender les choses, on pourra avoir des arbitrages entre l'un par rapport à l'autre. Donc ça c'est fondamental aussi à mon avis. Il faut garder ça à l'esprit et il faut changer. Il s'agit bien aujourd'hui d'un changement systémique en profondeur du modèle. On ne peut plus se satisfaire du modèle néolibéral comme on l'a vu au départ, qui produit que des choses qui ne marchent plus. Donc il faut vraiment maintenant oser et surtout avoir les leaders politiques dans le monde qui portent ces idées. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de leaders politiques visionnaires, on n'en a plus, et donc ça c'est un vrai problème. Donc est-ce que cette révolution viendra par l'économie participative ou par la démocratie participative et par les différentes personnes qui se parlent en réseau maintenant? C'est possible, mais il faut aussi qu'en haut, au niveau politique, on ait un changement drastique du mindset du personnel politique, parce qu'ils sont tout simplement pas à la hauteur de l'enjeu d'ici à 2050. Pour moi, en 2023, je vais avoir une fixation sur comment trouver les moyens de lutter contre le pouvoir néfaste des lobbies des grands secteurs émetteurs de carbone, essentiellement les lobbies pétroliers et gaziers, qui ont des modes opératoires qui ne sont pas connus de tous. Il y a chaque fois des nouvelles manières de faire du lobbying. Et donc je pense que ce serait extrêmement utile pour la planète et pour nous tous collectivement si les principaux journaux du monde, comme ils l'avaient fait pour les Panama Papers ou comme ils l'ont fait pour LuxLeaks, Le Monde s'était mis avec Washington Post, New York Times, The Guardian et autres. Ils ont fait un travail d'enquête, je crois, pendant 2 ans. Ils avaient sorti les Panama Papers. Ça avait eu beaucoup de bruit. Et ça a encore un effet actuellement pour le nettoyage sur l'évasion fiscale. Je pense qu'un énorme sujet pour eux, un sujet en tout cas extrêmement important pour la société et pour les enjeux de la neutralité carbone, serait qu'ils se mettent ensemble pour aller chercher, dénicher quelle est la manière derrière, behind the scenes, utilisée par les lobbies pétroliers pour faire leur lobbying. Voilà, donc je pense que ça, ce serait une étude, s'ils pouvaient travailler dessus, ce serait une étude qui serait exceptionnelle. Et dès lors que j'aurai l'occasion de parler avec des journalistes, je suggérerai cette étude, on verra si ça servira à quelque chose ou pas, mais je pense que ce serait très bénéfique parce que les lobbies pétroliers sont la principale raison pour laquelle nous n'avons pas de taxe carbone à ce jour.
Hein, et si je réouvre une parenthèse, il y avait une excellente étude qui avait été faite par Kempen Asset Management qui avait démontré que si on appliquait une taxe carbone de 150 $ aux émissions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3 de toutes les sociétés cotées dans le monde, et en retravaillant les bénéfices et les cash flows, on arrivait à une baisse moyenne des cours boursiers, toutes choses étant égales par ailleurs, de moins 41%. Voilà, donc 150 $ la tonne, moins 41% à la bourse, c'est la raison pour laquelle les lobbies n'en veulent pas, et c'est la raison pour laquelle ils étaient 636 à la COP27, et que maintenant qu'il y a un président qui est de la COP28, qui est le CEO de la plus grosse compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis, il y en aura probablement beaucoup plus, donc autant ne pas aller à la COP28, ça ne va pas servir à grand chose. Donc il faut vraiment lutter contre ce pouvoir néfaste et mortifère des lobbies pétroliers, et ça devrait être, c'est une résolution en tout cas que je me suis donnée. Je vais voir ce que je peux faire à mon humble niveau, mais ça me paraît fondamental parce que ça n'est plus acceptable. Voilà, merci beaucoup. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace Vetted.